La série d'entretien continue sur la chaîne First Team et cette semaine, Thomas, on a la chance de recevoir, je pèse mes mots, une légende du coaching français. Absolument, on a eu des joueurs, on a eu des joueuses et maintenant on a un coach, Pascal Donadieu. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, très bien. On est ravis de t'avoir parmi vous. Franchement, on est ravis. Ça fait longtemps qu'Erwan voulait faire cette interview, donc on est ravis que tu sois là. On avait reçu Jacques Monclar dans un First Day Show, donc c'était sur un cadre demi. Mais est-ce que c'est pas la première fois? C'est la première fois qu'on a un coach comme ça, en bugne à bugne, comme on aime à dire. En tout cas, on est ravis de t'avoir, Pascal. Et on veut surtout revenir sur ta carrière, mais on veut aussi parler basket. Ça m'intéresse et c'est vrai, je suis vraiment ravi d'être là. On t'a fait venir surtout, Pascal, puisque tu l'as annoncé donc en début d'année, c'était ta dernière saison donc en Betclic Elite. On sait qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent avec l'équipe de France. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi t'arrêtes? Parce que je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Je suis encore passionné. Je pense que j'ai encore une fraîcheur mentale et physique pour pouvoir entraîner. Mais j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai toujours eu peur de faire l'année de trop. J'ai vu des grands coachs finir un peu aigris et un peu usés parce que c'est quand même un métier où il y a beaucoup de pression. Et après, c'était tout un symbole pour moi qui est connu le plus bas niveau de pouvoir finir par les Jeux Olympiques dans son pays, en France. J'ai eu 60 ans il y a quelques jours. C'était tout un tas de symboles. Il y avait 3 descentes cette année. Je trouvais que c'était un petit peu le fait de partir l'année avant les trois descentes, une saison à risque, c'était pas très courageux. Donc je finis en laissant l'équipe en Betclic avec une Coupe d'Europe. Donc je suis ravi. Ça fait quelque temps que tu y penses alors, du coup, c'est ce que je comprends, ça fait quelques années. Oui, on essaye toujours de se projeter, de voir jusqu'à quel âge on va entraîner. Donc j'y pensais. Je voulais trouver le bon moment et surtout, je voulais qu'on l'organise. C'est-à-dire que ça soit pas sur un coup de tête au mois d'avril ou au mois de mai en fonction des résultats de la dernière saison. Donc c'est pour ça qu'on a tout organisé dès la fin de saison dernière. Quel goût a eu cette dernière saison? Tu fais une finale de Leaders Cup, tu fais un dernier run de playoff où tu pousses Bourg-en-Bresse sur un match 3 et j'imagine que le match 1 là-bas, il doit encore te laisser un petit peu un goût amer. Tu as eu un magnifique hommage de ce public merveilleux de la jeu. Quel goût elle a eu cette dernière saison? Tu as coaché normalement ou tu avais quand même dans un coin de ta tête te dire tiens, c'est la dernière fois que je suis à Cholet, c'est la dernière fois que je suis au Mans. Est-ce que tu as eu ça un peu? Alors oui, toute la première partie de saison, quand le championnat a débuté, avec les enjeux dont on a parlé tout à l'heure, j'y pensais pas trop. Et très rapidement, on a été sur les bons rails, avec déjà au mois de décembre une qualification à la Leaders Cup. Et à partir de janvier, effectivement, là, je me suis dit, c'est la dernière fois que tu vas là. En plus, on m'en parlait de plus en plus. Donc c'est vrai que là, j'ai commencé à y penser. Et quant à la saison, j'ai vécu une saison merveilleuse, parce qu'on a tout de suite été dans le premier tiers du championnat. On a été compétitif dans les 2 coupes, la Leaders Cup et la Coupe de France. Et puis en play-off, on a montré qu'on était au niveau. Donc j'ai pu savourer pleinement, avec beaucoup de sérénité, cette dernière saison. On va revenir. Je veux qu'on revienne. On va parler de l'équipe de France, mais on va garder ça pour un petit peu plus tard. Moi, je veux qu'on revienne sur les débuts, parce ton histoire, elle est incroyable. Pascal, tu coachais en départemental. Moi, c'est des gens à qui je n'adresse pas la parole en général. Ils rigolent pas, c'est ça le problème. Non, mais moi, en fait, la question que je vais te poser, et on va évidemment passer niveau par niveau, mais comment, quand on a un coach de départemental qui coach une fois par semaine, des mecs qui bossent avec les aléas, comment on devient un assistant d'équipe de France, comment on devient champion de France, champion d'Europe, comment on apprend au fil des années? Ça, c'est toujours essayer de s'adapter à chaque fois qu'on monte de division. Alors, ce que j'ai eu l'habitude d'expliquer, c'est que j'ai commencé avec des copains, des amis. Donc, j'entraînais mes amis. Alors, une fois par semaine, dans des rencontres qui pouvaient être un petit peu folklore par moment. C'est-à-dire que déjà, on suit, quand c'est comme ça, on suit à 5-6 voitures. Donc, t'en perds généralement dans Paris. En plus, tu perds 1 ou 2 voitures en cours de route pour arriver au match. Là, il se peut qu'il n'y ait pas d'arbitre. Donc, c'est un type de chaque côté, de chaque équipe qui arbitre. Donc, j'ai vécu vraiment des trucs incroyables. Et après, à travers les montées successives, les joueurs changent de statut, c'est-à-dire qu'ils deviennent meilleurs, ils s'entraînent un peu plus. Moi, mon statut change aussi, pour finir après avec des joueurs de très haut niveau et des joueurs professionnels. Donc, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de m'adapter à chaque fois qu'on franchissait un niveau supplémentaire.
mais tout en gardant quelque part la même philosophie et le même état d'esprit. C'est-à-dire que moi, j'ai bâti ma carrière et mon management sur beaucoup de relations de confiance. J'ai toujours considéré que il fallait respecter l'homme et lui donner beaucoup de confiance pour que le basketteur soit meilleur. Et que ça soit en département ou même encore dernièrement, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Bien évidemment, au niveau tactique, c'était plus du tout la même chose. On imagine, vu tes résultats, on imagine. Quel a été le moment le plus difficile? J'imagine qu'il y a eu des passages, tu vois, le départemental, régional, national et professionnel. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit, en fait, peut-être que tu n'avais pas le niveau pour coacher à cet endroit-là? Bah, j'ai pas le niveau, je savais pas, mais à chaque fois, quand t'es plutôt quelqu'un de modeste et à chaque fois que tu montes, tu te dis pas j'ai pas le niveau, mais t'as quand même des craintes en te disant est-ce que là cette année la marche est pas un petit peu haute pour moi. Donc j'ai toujours été craintif. En plus c'est dans mon caractère et c'est là que j'ai essayé de regarder ce qui se faisait au-dessus, de pouvoir m'adapter. Mais on a toujours des craintes de pas être à la hauteur quand on franchit un étage supérieur. Mais finalement, tu parles de t'adapter, mais tu as fait plus que ça à chaque niveau. Parce que nous, la N2, la N3, c'est nos niveaux. Et on sait qu'il y a et la N1, on a un peu, il y a des écarts terribles à chaque fois quand tu montes de N3 à N2. Bon, waouh, c'est un nouveau monde. Toi, chaque fois que t'es arrivé jusqu'à la Pro A, ben, t'étais dans les hauts du tableau. Moi, je me souviens, avec Bayonne, on te joue à Nanterre, vous êtes promu. Nous, Bayonne, on arrive, il y avait un gros budget. Eh ben, tu finis dans les 4 premiers ou 5 premiers sur ta première année. En Pro B, tu fais pareil après une fois que tu montes. T'as toujours, même si tu dis que t'es adapté, mais non, en fait, t'étais déjà dans le haut de tous les niveaux, les divisions dans lesquelles t'es arrivé. Oui, bah, moi j'ai toujours misé sur. J'ai eu des très bonnes individualités déjà dans les niveaux où on était, parce que sinon on serait pas monté. Et j'ai toujours bâti des gros collectifs pour qu'on ait une force collective qui se dégage. Sauf les temps derniers, peut-être un peu différemment, notamment cette année, mais avec des équipes très offensives, avec du jeu rapide, avec beaucoup d'adresse. Et ça, en prenant des joueurs meilleurs, mais malgré tout, j'ai pas changé radicalement de style. Donc, en fonction des niveaux, je me suis adapté. J'ai eu des joueurs meilleurs, donc j'ai pu aller un peu plus loin techniquement, tactiquement, dans ce que je voulais mettre en place. Je crois qu'aussi, ce qui est très important, souvent je le dis, les saisons, elles se jouent pendant l'intersaison justement. Et puis, on va considérer que j'ai peut-être eu du nez à chaque fois pour trouver les bonnes personnes, pour justement accéder aux divisions et pouvoir s'y tenir et tenir un rang plutôt honorable. Est-ce que tu as eu, le mot est peut-être un peu fort, mais des mentors? Est-ce que tu as allé chercher, puiser chez des entraîneurs plus expérimentés pour continuer à progresser dans tout Parce que tu n'as jamais été assistant d'un... Ah oui, c'est ça. Tu vois, tu n'as pas appris chez un autre dans une saison. En 2017, oui, avec Vincent Collet. Voilà, c'est ça, mais tu n'as jamais eu d'assistant, mentor Oui. Non. Alors, déjà, jusqu'en N1, j'avais même pas d'assistant moi. C'est-à-dire qu'en N1, j'avais pas d'assistant quand on est monté. C'est fou, ça. J'étais tout seul avec un préparateur physique. Et puis, moi, des mentors, forcément, on regarde beaucoup d'équipes quand on est en National 2, National 3. Ça a été le Villeurbanne de la bonne époque, ça a été Limoges, ça a été tous les clubs Pau, les clubs français historiques. Et moi, j'ai toujours eu un intérêt, je suis passionné de tous les sports. Et j'ai aussi aimé regarder d'autres sports. Et je me suis dit que quelque part, c'était la même chose, que ça soit du foot, que ça soit du rugby, ou que ça soit du basket. C'est ce que je disais. Moi, les fondamentaux, pour moi, c'était de se partager la balle, de faire en sorte qu'il y ait un gros collectif. Et c'est pour ça que très jeune, j'ai été supporter, de par mes origines aussi, de Nantes au foot, quand c'était l'époque de Suodo. Et les mecs se passaient la balle, ils sortaient tous du centre de formation. J'ai aimé Barcelone, quasiment au basket et au foot. Voilà, au rugby, je me suis inspiré d'équipes aussi. J'ai aussi cherché à regarder ce qui se faisait dans les autres sports, ne serait-ce qu'au rugby, les décalages, les fixations. Voilà, j'ai toujours été adepte de ce type de jeu. Le projet haut niveau de Nanterre, il est venu parce que vous avez des résultats, ou il y avait une vraie volonté de la mairie de se dire on veut dans 10 ans, comme on voit dans plein de villes, et d'ailleurs c'est pas simple de se dire on veut une équipe de basket à haut niveau. On voit à Nantes par exemple, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils veulent retrouver le haut niveau.
Vous, en fait, on a l'impression que c'est l'inverse. C'est, ah ben, on monte cette année, ah ben, on remonte. Bon, les gars, vous nous suivez? Ouais, ben, hop. Et vous êtes retrouvés à être aujourd'hui, à être un club référence de Betclic. Et c'est tout à fait ça. Je crois qu'on est un des rares clubs où c'est le sportif qui dictait tout ce qui allait se passer après. Et souvent, d'ailleurs, ça nous a posé différents problèmes. Pourquoi? Parce que, en ce qui me concerne déjà, c'est qu'on montait tellement vite que j'avais pas passé tous mes diplômes. Donc, généralement, j'avais besoin, dans les premières années de dérogation, parce que j'avais pas eu le temps de passer les fameux brevets d'État qui, à l'époque, prenaient beaucoup de temps. Il y avait le problème de la salle. C'est-à-dire qu'on on a changé 3 fois de salle. On a commencé par un tout petit gymnase, une salle de 300, 400 personnes. Le Palais des Sports dans sa première version qui est avec pas de tribune de l'autre côté et un grand mur. Une grande photo. Donc, à chaque fois, on était obligé de s'adapter, sans parler de la structure administrative. Donc, la mairie, là-dessus, a été plutôt bien. Mais c'est vraiment le sportif qui dictait à chaque fois ce qui allait se passer au niveau administratif, au niveau structure, au niveau salle. C'était vraiment comme ça que ça se passait. Tu étais banquier? J'étais employé de banque. Employé de banque. À quel moment tu as complètement arrêté ton emploi pour manger, pour te consacrer au basket à 100%? En 96. Alors, il y a eu 2 étapes. C'est comme le basket était en train de prendre sur Nanterre, et que Nanterre est quand même une ville sociale avec beaucoup d'activités pour les jeunes, et il faut. Ils avaient créé ce qu'on appelle des chargés d'action. Donc, il y avait un chargé d'action foot au départ, sport individuel. Et comme nous, le basket, on commençait à faire parler de nous, ils ont cherché un chargé d'action basket qui allait en direction des quartiers, qui avait absolument rien à voir avec le club. Et donc, en 96, j'ai quitté mon emploi d'employé de banque pour être chargé d'action basket. J'allais dans tous les quartiers de Nanterre. C'est d'ailleurs on a monté des ateliers municipaux pour les enfants. Et ce qui était bien, c'est que ça a créé une passerelle avec le club. Et donc, j'y suis resté, encore là, pareil, jusqu'à ce qu'on monte et que je puisse plus assurer ce travail de chargé d'action pour être coach à plein temps. Et quand tu es coach à plein temps à Nanterre, c'est quelle année ça? C'est en National 1. C'est en National 1, ok. Ouais, en National 1, ouais. 2011, champion de France de Pro B. 2013, champion de France de Pro A. C'est de mémoire, on parle beaucoup du titre de Paris en 97 qui avait été quelque chose d'exceptionnel, mais moi j'ai presque envie de dire que le titre de 2013 c'est l'un des plus beaux de l'histoire du basket français. En tout cas, c'est la plus grande surprise du basket français. Et l'une des plus grandes surprises de l'histoire du sport français, même, clairement. Clairement, ça nous fait penser à Leicester en Championship qui est arrivé un petit peu plus tard. Quel souvenir t'as de ce périple incroyable? Là encore, j'imagine que c'était pas prévu. Ah non, c'était pas prévu. On dit que souvent la deuxième année, quand on monte, il y a toujours une forme d'euphorie. On avait fait une très bonne saison la première année. Et donc la deuxième, t'es toujours un peu craintif parce que c'est souvent l'année qui est la plus dure. Donc je me rappelle en plus, je fais quelques erreurs de recrutement au début de saison et on est vraiment pas bon, voire catastrophique. Et on commence la saison par 2-3 défaites. Et là, je me dis, ça va vraiment être très compliqué. Pour l'anecdote, parce que Stephen m'en parle encore des fois, il y a un moment, ça a été une des rares fois dans ma carrière, mais j'envisage de laisser la place parce que je me dis, j'avais un coup de mou, comme en 37 ans, c'est normal que de temps en temps on ait des coups de mou. Et Xavier et Stephen viennent me voir, tu vas pas nous lâcher. Donc j'ai continué. Et on a remodelé l'équipe en réussissant à faire sortir de sa retraite Trenton Mitcham, qui après sa saison à Levallois avait décidé de mettre un trait sur sa carrière. Et moi, j'adorais Trent Mitcham. Et donc, on arrive à le convaincre de nous rejoindre à la place d'un meneur américain qu'on avait pris qui était pas très bon. Et puis, on l'embrasse sa famille, bien sûr, de nous regarder. Et puis, déjà, l'arrivée de Trent nous a apporté beaucoup de solidité. Et on avait pris Chris Massey, qui était un intérieur dominant qui jouait à Limoges, plutôt dans l'étiquette mercenaire, mais qui avait quand même des qualités. Et on l'a gardé jusqu'en décembre parce qu'après il avait un contrat onéreux. Bon, il n'avait plus envie de jouer en gros les derniers matchs. Et on a recruté un Colombien qui s'appelle Juan Palacio, qui était un garçon extraordinaire, d'une générosité, d'une mentalité. Et puis là, on est parti. On a fait des très très gros matchs retour.
Donc on était parti d'un début de saison en demi-teinte. De janvier à mai, on a vraiment été bon en termes de résultats, mais surtout en termes de qualité de jeu. Il y a eu cette fameuse Coupe de France où on est en finale et on bat 2 fois Levallois, Paris-Levallois à l'époque. On les bat 2 fois en saison régulière et on arrive à Bercy et je me dis, on avait fait la finale en 2007 en étant en Pro B contre Pau. Et là, je me dis, il faut pas rater parce que avoir l'opportunité de gagner une Coupe de France et un titre comme ça va pas arriver tous les ans. Et ça a été quasiment la seule finale de notre histoire. On passe complètement à côté. On joue vraiment mal. On n'est pas bon. Moi, le premier. On perd de quelques points, mais on fait vraiment une sale finale, même si le Valois avait bien joué. Et là, pendant quelques jours, comme on avait fini 8e, on jouait Gravelines qui avait écrasé la saison régulière et qui avait gagné la Leaders Cup. Et donc, pendant 2-3 jours, je suis chez moi au bout du rouleau. J'avais dit aux joueurs de se reposer 2-3 jours. Et puis, je ne sais pas si c'est l'énergie du désespoir, mais je reviens 3 jours après regonflé à bloc. Et puis, j'espère avoir transmis... Les joueurs ont été surpris parce que je leur ai dit, les gars, bien sûr, j'envisageais pas qu'on soit champion de France, mais je dis maintenant, on va tout donner. Il faut qu'on se serve de cet échec. Et je me rappelle avoir dit à Chris Warren à l'époque, il y avait Dwight Box qui venait d'être MVP du championnat. Je lui ai dit, Chris, sur la série, tu vas être meilleur que Dwight Box. Et il s'est avéré que sur cette série, Chris Warren a été énorme, pas que lui. Et donc, on a commencé par gagner à Gravelines, ce qui était déjà pour nous une surprise et pour tout le monde. On a gagné le match retour de 20 points. Et puis là, c'était parti, quoi. C'est vrai que quand moi j'y étais à la finale de 2013 à Bercy, je m'en souviens très bien. J'étais aussi à Coubertin pour la finale où, disons-le, l'ambiance est exceptionnelle. Alors il y a pas assez de place à Nanterre, donc il y a eu une petite délocalisation à Paris, mais les deux tirs de Stephen à la fin, la finale exceptionnelle de Jérémy Enzoli. Franchement, avec le recul, je me demande encore comment vous avez fait pour gagner cette finale. Vraiment, c'est incompréhensible. Sachant que le premier match, donc c'est la SIG de Vincent Collet. Il y a Alexis Aginsa qui est vraiment de passage pour montrer qu'il a rien à faire là, oui. Qu'il va retourner en NBA. Vous prenez une doudoune monumentale au match 1 et on se dit, bon ben voilà, là, bravo à eux, mais c'est fini. Ouais, le petit pousset, voilà. Le jour de mon anniversaire, encore, décidément. 88-55, je m'en rappelle. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la première année où ils réinstauraient la finale en 3 manches. À l'époque, c'était pas en 5. Et donc, déjà, la Ligue nous a longtemps regardé d'un sale œil par rapport à la salle, par rapport à tout ça. Et le premier match, quand tu prends 33 points, je voyais bien les gens de la Ligue, ils se sont dit, bon, on a réinstauré la finale en 3 manches, ils vont prendre 3 fois 30 points, ça va pas arranger le basket français. Et donc, même moi le premier, je me disais, malgré tout ce qu'on avait fait, parce que nous, finale, c'était déjà un rêve, mais je me disais quand même, on a un peu de fierté, faut pas qu'on soit ridicule. Donc là, je pense pas à être champion de France. Je pense à rivaliser un peu plus avec Strasbourg le match 2, voire sur un malentendu, pourquoi pas de les taper plutôt à Coubertin qu'à Strasbourg, mais personne peut imaginer ce scénario, quoi. Tu sais ce qu'il a fait Stephen Brun avec Xavier Corosine, je balance maintenant parce qu'il y a plus d'options. Tu sais ce qu'ils ont fait après le match 1? Oui, t'es au courant, tu l'as su après. J'y suis bien après. Ils sont allés prendre un caramel terrible en Allemagne, en boîte, parce qu'ils se sont dit, écoute, on a pris 30 points, écoute, c'est comme ça, fallait rester à Strasbourg parce que le match 2, et donc ils sont allés prendre un caramel terrible aussi, mais c'était ça aussi l'état d'esprit au bout d'un moment. Ce que j'avais pas compris, c'est que j'avais trouvé mon Stephen un peu poussif le lendemain. Mais comme j'avais l'habitude que de temps en temps, il n'ait pas trop envie de s'entraîner, ça m'avait pas choqué plus que ça. Moi, je me disais, il a pas l'air dans des bonnes dispositions. Parlons un peu de Steph, parce que nous ici, évidemment, chez First Team, on sait que c'est un élément important. Parlons un petit peu de cette relation avec ce joueur magnifique. C'est un beau joueur, Steph, shooter, mais c'est aussi un mec chiant à gérer. On le voit des fois, nous, parfois ici, mais tellement attachant à la fois. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire. Il était dur à coacher. Déjà, le basketteur était exceptionnel parce qu'il avait un QI basket très développé, des qualités d'adresse, de vista, il a une connaissance du basket. Si aujourd'hui il s'est reconverti dans le journalisme et tout, c'est pas un hasard parce que il adore le basket, c'est un passionné. Par contre, quand il arrivait avec sa tête des mauvais jours, on connaît. Ça c'est mon Stephen, ça. Là, il fallait s'accrocher parce que
c'était très difficile de le raisonner. Donc il fallait... moi, j'ai eu le sentiment de plutôt bien le gérer. Il fallait laisser passer les moments où il était pénible. Après, il faut qu'il y ait un groupe aussi constitué de bonnes personnes, parce que ce qu'on pouvait laisser passer à Stephen, on peut pas. Les autres, ils regardent et c'est pas toujours. Mais franchement, ça allait. Et surtout, c'est le paradoxe, c'est que j'ai rarement vu un joueur avec une telle sensibilité, il a un cœur énorme. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait lui pardonner ses excès par moment, qui n'étaient pas toujours faciles à gérer, parce que c'est un garçon formidable. Demain matin, s'il sait que j'ai 38 de fièvre, tout le monde dans le milieu du basket va pas m'appeler, m'envoyer un message. Lui, il prendra des nouvelles de manière instantanée. Et pour parler de Stephen, tout au long de ma carrière, ma décision la plus dure de ma carrière de coach. On a posé la question. Il a jamais joué l'Euroleague, le pauvre. C'est quand je décide de pas le conserver. Et franchement, encore maintenant, si on me demandait quel est le plus gros regret de ta carrière, ça aurait été de me dire que c'est moi qui ai privé Stephen de pouvoir disputer l'Euroleague. Vous avez été un peu fâché après d'ailleurs cette décision. Ouais, lui il a été très fâché. Il avait un petit peu, il avait fait quelques interviews, mais tout ça ça peut se comprendre. Ça fait jamais plaisir, mais je comprenais sa frustration et sa réaction, surtout que il s'était déjà passé la même chose à Nancy. Donc pour lui qui adore l'Euroleague, c'est normal qu'il m'en ait voulu, mais à côté de ça, quelques mois après, il est revenu jouer avec Boulogne, et puis on lui a rendu l'hommage qu'on devait lui rendre. Et puis je dis pas que tout était oublié, parce que je pense que et pour lui et pour moi, ça restera une cicatrice, parce que comme je vous ai dit, c'était un choix difficile, mais il était tout de suite touché, en larmes et ému de l'hommage qu'on avait pu lui faire. Et puis le fait qu'il n'ait pas joué l'Euroleague, ça fait que Letty, sa compagne, qui est une ancienne internationale, a une meilleure carrière que lui. Ne lui en déplaise. C'est des débats qu'on a vus avec lui un jour avec Letty et Steph. Mais qui est la meilleure carrière de tous les deux? Il y en a une qui a joué les JO quand même. Attends, il y a les JO, il y a l'Euroleague, gros. C'était marrant du coup. Et je l'avais déjà eu à l'occasion d'une intersaison où il n'avait pas de club. Il était très ami avec Pierre Brochard, mon meneur de jeu. Ouais. Et donc je l'avais eu, Stephen, toute une intersaison quelques années avant. Quand tu te replonges dans ces 40 ans là de coaching, est-ce que tu peux me citer quelques joueurs comme ça qui t'ont véritablement marqué? Alors bien sûr, il y a Stephen, mais de par le talent des gars ou de par l'humain aussi. Ouais, alors ça, il y en a beaucoup, ça je sais. Ça c'est compliqué parce que pour toi avoir évolué National 2, National 1, il y a des joueurs qui dans les divisions comme ça intermédiaires m'ont marqué, étaient des joueurs de talent dans ces divisions-là. Donc j'ai déjà eu l'occasion de dire, qui est devenu un ami, un garçon qui s'appelait François Godner, qui est venu avec moi, qui arrivait d'Orveil de région à National 3, un ailier d'1m90 qui mettait 35-40 points par match, qui était bien dans ces niveaux-là. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de scoring. Et surtout, c'était un joueur très discret. Donc à ce niveau-là, les coachs font un peu moins attention. Donc, je sais pas s'il faisait très attention à lui, mais chaque match, il mettait 30 points. Mais après, on va dire sur l'ère contemporaine, déjà, il y a les joueurs comme Marc Judith, Joe Passav-Dutheil, Jérémy Enzeli, on va dire Xavier Corozine, mais qui avait eu un petit peu plus déjà il avait joué à Chalon, mais les trois... Il était dans le Sérail Pro voilà, un peu plus déjà. Mais les trois, notamment Marc Judith, que j'ai été chercher en National 1 à Chalon, j'ai été le voir jouer Juvisy Chaland, un match de National 1. Donc lui, qui pour moi était un peu comme moi, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'étaient pas forcément prédestinés à avoir la carrière qu'ils ont eue. Jérémy Enzeli, une année, il a fait tous les centres de formation de France et de Navarre. Personne n'en voulait. Nous, on avait une équipe en National 3 à l'époque et une équipe en Pro B. Donc je lui ai dit, reste si t'as pas trouvé de... Et puis Joe, pareil, ses premières années, c'était moyen. Il était à Limoges où il jouait plus beaucoup. Et il s'est retrouvé à disputer l'Euroleague et jouer contre tous les meilleurs intérieurs d'Europe et
et il a été capable de résister, et notamment la finale contre Strasbourg. Et là, c'était pareil, ça a été mon leitmotiv en 2013. À chaque fois, j'avais ciblé quelqu'un, c'est-à-dire que j'avais dit Warren avec Bucks. Quand on a joué Chalon, j'avais challengé Marc Julit en lui disant les dernières minutes, c'est toi qui dois tuer Blake Shield et c'est ce qu'il a fait. Et donc le dernier challenge, c'était que j'avais dit à Joe, il faut que tu arrives à poser des problèmes à Ginsa, et c'est ce qu'il a réussi à faire, le faire sortir de son match. Donc il y a eu ces joueurs-là, et puis après, forcément, il y a eu des joueurs exceptionnels. Je pense à Michael Riley, mais il y en a tellement. Alors, c'est qui le meilleur, alors? Là, j'en veux un seul nom. Qui était le meilleur joueur que tu as eu sur tes ordres? Ah, je savais pas cadeau ça. Hors équipe de France, hein. Oui, trop facile. Trop facile. À Nanterre. À Nanterre, mais là, vous allez dire que vous pensez pas à un joueur, mais ça va être trop facile. Qui j'ai eu? Ah, je sais pas qui t'as eu. Victor. Trop facile. C'est un joker. Non. Ça marche pas, ça. mais par contre, pour le coup, comme ça te fait réfléchir, t'es le premier à l'avoir mis sur un terrain. Et je me souviens de lui en Coupe d'Europe à Ljubljana, contre une équipe de bûcherons, de mecs, je pense que ils étaient à mi-temps, je pense qu'ils bossaient à la forêt et ils venaient faire les matchs. Et ils rentrent. Et tu vois qu'il est tout penaud. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce match-là. Et tout de suite, il y a une différence. Là, il joue contre des darons. Les mecs, ils arrivent. Ils ont peur de jouer contre lui. Alors là, pour le coup, j'étais pas là parce que c'était la période Covid. Tu coachais pas là? À Ljubljana, j'y étais pas. Par contre, on l'avait fait rentrer un match à Nanterre où effectivement, il avait joué quelques minutes. Mais après, c'est la saison suivante là où il joue les matchs retour avec nous à partir de février, et il a été tout de suite impactant. Il a été tout de suite dominant. Les autres, ils le voyaient arriver, les tirs, ils partaient dans tous les sens parce qu'ils avaient peur de lui. Donc, lui, forcément, ça a été le joueur. Mais là, j'ai triché parce que c'était. Dis-moi par rapport à Victor, la première fois que tu l'as vu, tout simplement, quelle était ton impression? Comme tout le monde, j'imagine. Tu l'as vu petit, toi. Oui, c'est pour ça. Petit, non, mais jeune. La folie, c'est que déjà, tu vois, donc moi, je l'ai vu en ce qu'on appelait à l'époque en poussin. Donc déjà, il y avait 3 têtes de plus que tout le monde. Donc ça, éventuellement, ça peut arriver. Et là, donc c'était mon frère qui l'entraînait. Et là, je vois que le gamin, il commence à dribbler entre les jambes. Tu sais, généralement, à ce niveau-là, les grands, ils sont un petit peu pâteaux ou ils savent pas dribbler, ce qui est normal. Et lui, il driblait entre les jambes. J'ai vu faire des passes dans le dos. Voilà, j'ai dit avec sa taille et la dextérité. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, très jeune, c'est sa dextérité par rapport à son profil physique. Et après, bien sûr, ça a perduré et ça s'est développé, mais c'était incroyable. T'es pas surpris de voir aujourd'hui ce qu'il fait, ça. Même la saison qu'il fait avec les Mets, là où il est MVP, meilleur scoreur, tout ça. Pour toi, c'est la logique des choses. Ouais. Et souvent, on m'a posé la question, même cette année-là, est-ce qu'il va s'adapter, le physique? Déjà, c'est une éponge parce que de lui-même, il est capable de corriger, de s'adapter, de se réajuster en fonction de ce qu'il doit faire. Et puis, quand tu lui donnes un conseil, il applique. S'il juge que c'est un conseil, bien sûr, opportun, il applique tout de suite. On va revenir sur Victor et l'équipe de France après, mais je veux qu'on finisse quand même la belle histoire avec Nanterre. C'est qu'il y a ce titre de 2013, mais derrière, ça s'arrête pas là. Il y aurait encore une Coupe de France, il y aura surtout 2 titres de champion d'Europe. Ouais, même alors. Et c'est Johan Passav-Ductail d'ailleurs qui vous donne un titre de champion d'Europe sur un panier fou. Donc du coup, dans tes paris encore gagnants, là, c'était récompensé. Alors en plus, on fait le Final Four à Trabzon. Donc on est avec Trabzon, on est avec Francfort et une équipe roumaine qui était moins bonne. Et nous, on tombe sur Francfort. Donc le coach était Gordon Hebert. Ils avaient Voigtman. Ils avaient une vraie équipe. Ils avaient Clyburn. Ils avaient vraiment une sacrée équipe. Oui, il y a des vrais blazes. Coaché par Gordon Hebert. Ouais. Donc nous, on avait des garçons comme Schuller, comme Kai Wims, Joe Gomis, et j'en oublie, T.J. Campbell. Et donc on fait le premier. Nous, on joue Francfort. Donc bien sûr, la salle était blindée parce qu'il y avait Trabzon. Et au bout de quelques minutes, Michael Riley, il se fait une rupture du tendon. Donc on perd notre meilleur joueur, un de nos 3 meilleurs joueurs. Et donc on arrive, bon an, mal an, à gagner la demi-finale.
On avait, je sais pas si vous vous rappelez, un joueur qui s'appelait Kai Wims. Oui, qui a fini en Italie. Ouais, qui a joué en Euroleague après, qui est parti de chez nous. Poste 4, shooter, athlète. Mais super clutch dans les money time. Donc on gagne, bon an, mal an, mais on se dit quand même, la finale à Trabzon contre Trabzon, alors eux, ils avaient Dibost, ils avaient James Hardy, ils étaient coachés par Markovic, qui a été coach à Dijon. Ils avaient fait venir tous les supporters du foot. Donc là, on joue sans Mikal. Donc on se dit, c'est mission impossible. On rentre dans la salle, ils étaient comme des fous furieux. Et donc on tient, on s'accroche. Encore une fois, Jérémy Enzeli, qui est vraiment l'homme des finales. Bah, vous allez lui retirer. Il a son maillot retiré, Jérémy? Ouais. Oui, voilà. Donc Mérité. Jérémy, je vais pas dire qu'on s'aperçoit pas que Mikal est pas là, mais presque, parce que du coup, comme d'habitude, en finale, il hausse son niveau de jeu et il est excellent. Et puis après, il y a cette fameuse dernière action. Il passe devant à 20 secondes de la fin, Trabzon, donc c'est le délire, on a la balle. TJ Campbell, il rate un tir à 3 points. Et Joe Passav, bon là, j'ai fait des compliments sur lui, qui est pas le roi du rebond. Il arrive, je sais pas comment, à arracher un rebond offensif. Et puis le petit Campbell, il coupe dans la raquette, là pareil, là c'est pas moi qui leur ai dit quoi que ce soit. Et puis il marque le panier à la dernier dixième de seconde. Et là, les arbitres, ils ont quand même été très courageux parce qu'ils vont à la vidéo. Dans une bonne ambiance, bien sûr. Dans une très bonne ambiance. On peut imaginer. Et il y a Jean-Pierre Sutia et Frédéric Forté à l'époque qui sont derrière, qui voient eux la vidéo, mais moi je la vois pas. Et Frédéric Forté, il me fait signe, il pense que c'est bon. Et puis donc après, c'était la folie. Par contre, on nous avait dit, ne sortez pas de l'hôtel, faites la fête dans votre hôtel. Et il y avait des joueurs de Trabzon, 2 joueurs de foot français. Ils leur ont dit, même pas en rêve, allez les voir à l'hôtel, parce que sinon, le prochain match, ils vont se faire... voilà, mais c'était incroyable, quoi, ce scénario. Gagner une Coupe d'Europe, gagner un titre de champion de France, t'arrives à faire une hiérarchie dans tout ça? Il y en a un titre, si tu dois en sortir qu'un? C'est difficile. Alors, ce que j'ai toujours dit, mon seul... Je pense quand même que c'est le champion de France 2013, par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Mon regret, c'est que, pour le coup, en 2013, c'était tellement inattendu que on n'a pas savouré sur le moment présent comme on aurait dû le savourer. Tellement que c'était pas prévu. Tellement que c'était pas prévu. Bon, j'ai eu l'occasion déjà de raconter l'histoire des sandwichs à la station-service. Tu peux nous le redire, on adore ces histoires-là. Donc, on va au VIP à Coubertin après, et puis forcément on n'avait rien prévu parce que déjà c'était pas le dernier match, donc on devait éventuellement retourner à Strasbourg. Donc on fait la fête avec nos proches, avec nos familles. Mais à un moment, Coubertin, ils nous disent que faut partir. Le gardien, il a fini sa journée, les gars, faut rentrer. Donc nous, on n'avait absolument rien prévu. Donc heureusement, on avait un supporter là qui avait une boîte porte-maillot. Donc il nous dit, moi je peux vous accueillir et privatiser. C'est quoi le nom? Le Paléem. T'as souvent croisé Polo là-bas. Ouais. Avec, il s'appelle Stéphane. Un grand balèze là? Non, un petit. Ah non, pardon. Ouais. L'autre. Et donc on prend le bus pour aller donc. Il y a 3-4 joueurs qui viennent me voir et ils me disent, Pascal, par contre on a faim. Je dis ouais, mais je suis pas sûr que dans la boîte, parce que si on allait au resto, on perdait un temps fou parce qu'il était déjà super tard. Donc on voit une station Total, une vieille station Total, je me rappelle plus trop où c'était. Il me dit on a qu'à s'arrêter là. Donc t'es champion de France, t'achètes des triangles jambon beurre et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Mais pour dire que et après, on s'est retrouvé un peu partout. On a été invité au Grand Journal. On a été sur RTL avec Calvi. Et du coup, il y avait un espèce de tourbillon et on n'a pas pu vraiment savourer entre nous. Et après, tout de suite, on nous a enchaîné avec l'Euroleague en nous disant, alors déjà que ces idiots, ils sont champions de France, mais maintenant, ils vont nous représenter en Euroleague. Donc, on a subi un peu les moqueries. En plus, on est tombé dans la poule de la mort. Donc pareil. Fener, CSK, Partizan de Belgrade, Barcelone. Barcelone, vous êtes allé gagner là-bas. Et Kiev. Et Kiev. Donc il y avait Arthur Drozdov. Ouais. Et donc
Du coup, on n'a pas. Donc, j'ai du mal. Je sais que c'est le plus grand exploit qu'on ait fait, mais j'ai plus savouré certains autres titres, notamment en 2017. Souvent, on oublie d'en parler, mais on a fait une semaine incroyable. C'est-à-dire qu'on a joué à Châlons la finale allée de la Coupe d'Europe. Il se trouve que le samedi, donc ça c'était le mercredi, le samedi, finale de Coupe de France à Bercy contre Le Mans. Et le mardi, match retour contre Châlons, parce que c'était match aller-retour, match retour de la Coupe d'Europe. Et là, on fait match nul à Châlons, parce qu'il y a les matchs nuls. On fait un super match contre Le Mans à Bercy. Je parlais de joueurs qui m'ont marqué. Il y en a plein, mais avec le fameux Eiko Chafarzik, qui est un personnage incroyable, qui est déjà avant tout un basketteur. T'as entendu un squeak avec Steph quand il lui dit, mais alors l'Euroleague, tu suis un peu? Oui, maintenant, je suis plus trop et tous les joueurs, je connais moins. Et puis, je m'en bats les couilles. Il est bon. Mais lui, alors, c'est un peu, c'est pour ça que j'aime bien ce type de, c'est un peu comme Stephen. C'est des garçons. C'est incroyable de les rencontrer parce que mais ils sont capables de faire des trucs de fou. Mais avant tout, bon, lui, c'était un joueur. Je l'ai eu 2 ans. Un joueur exceptionnel. Et donc, on gagne facilement. Et après, on gagne chez nous contre Châlons, qui a été champion après, avec Mustapha Fall, avec Bouteille. Ils avaient une sacrée équipe. Et nous, c'était aussi la saison où il y avait Mathias. Et pour raconter une anecdote sur Eiko, mais là, je pourrais pareil en raconter 50. Quand il a fait le All-Star Game, donc il fait le premier le All-Star Game, il était à Nanterre. Et donc, tout d'un coup, les gens de la Ligue, donc on avait joué la veille, les gens de la Ligue, ils m'appellent, pas d'Eiko Chafarzik pour faire la répétition. Il m'appelle, il est où? Comme il savait qu'il aimait bien vivre et tout, c'était en panique. Moi, j'essaie. Il me dit, coach, je vais y aller, t'inquiète pas. Donc il arrive pile au buzzer, à mon avis. Et là, tu sais, ils font la répétition. Et là, il shoot, il fait tous ses tirs de la main gauche à une main. Forcément, il en met pas un. Il shoot du milieu de terrain. Puis le mec, il me rappelle. Il dit, non mais tu peux briefer Eiko Chafarzik parce que il a fait n'importe quoi à la séance de répète. On est super inquiet parce que s'il fait ça demain, je le rappelle, je lui dis Eiko, mais je le connaissais. Il me dit, coach, demain, regarde bien ce qui va se passer. Le lendemain soir, il a défoncé tout le monde, il a mis le tir du milieu de terrain, il a fait chanter bon anniversaire pour son père aux 15 000 personnes. Oui, c'est vrai. C'est un super souvenir. Ça, c'était Eiko, quoi. Mais cette semaine-là, avec 2 titres qu'on ramasse, bah, c'est vrai que c'est une semaine où c'est un truc merveilleux, quoi. Nanterre, on pourra en parler des heures, mais voilà, tous ces titres, tout. J'aime bien le côté, le regard où, au bout d'un moment, la Ligue te regarde en disant, vous êtes chiant. C'est pas vous qu'on attend, c'est pas vous qu'on veut voir. Aujourd'hui, quand même, le regard, ils ont changé. Le statut de Nanterre, mais toi, ton statut à toi, il a changé. T'es plus le petit banquier qui est monté un petit peu, bravo pour l'histoire, mais il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte du statut que t'as aux yeux dans l'histoire du basket français? Non, pas vraiment. Après, j'ai été marqué par les hommages que j'ai reçus. Là, notamment, ce qui m'a touché, c'est des clubs adverses et même des supporters adverses. Donc, je vais pas non plus faire le faux modeste. Ça fait plaisir d'être reconnu parce que c'est vrai que ce que tu disais, tout à fait juste. Bon, au début, on m'a regardé comme un mec plutôt sympathique qui arrivait dans le milieu. Bon, tant qu'on était un peu les petits et qu'on n'embêtait pas grand monde, on était plutôt bien vus. Et puis après, quand on a commencé à gagner, il y a eu, je sais que ça c'est, on a dit bon eux, ils ont vraiment du pot, mais ça va pas durer. Et notamment quand on a été champion, il y avait beaucoup de gens qui étaient agacés parce qu'on parlait énormément de nous par rapport à notre histoire. Il y avait même eu un article dans l'équipe, je crois au mois de février avant la Leaders Cup, où c'était marqué « Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec Nanterre ?» Et il y a des gens qui avaient pris position contre nous, notamment Philippe Hervé, avec qui je m'entends bien, en disant « Ça suffit Nanterre, en gros, arrêtez de nous bassiner avec Nanterre. » Donc il y a eu ce moment où en gros, je pense qu'on se disait Nanterre, ils ont eu du pot, de la réussite, mais ça va pas durer. Donc c'est vrai que j'ai été très fier qu'on puisse continuer à gagner des titres, continuer à exister
d'être là où on en est aujourd'hui, quoi. Et de faire changer les regards. Ouais. Faire changer les regards. Je voudrais qu'on revienne sur un truc qu'il y a eu, je me souviens de cette rumeur-là, c'est que 37 ans à Nanterre, plein de titres, mais c'est que t'as failli partir de Nanterre. Failli partir de Nanterre. C'était Le Mans. Le Mans. Alors, Le Mans, j'ai été approché 2 fois. Alors, la première fois, ils m'ont contacté et c'était moi ou Herman Kunter. Et sans même que je donne ma réponse, et c'était très cohérent, ils avaient choisi Herman Kunter. Je ne sais pas si moi, j'aurais accepté d'y aller, mais eux, en tous les cas, avaient fait ce choix-là. Et Christophe Lebout, il m'avait très bien expliqué. Il m'avait dit, on vient d'avoir Vincent Collet, J.D. Jackson. On veut casser un peu notre politique. Et par rapport à la personnalité d'Herman Kunter, il m'avait dit, avec toi, au Mans, ça se passera très bien. J'en suis sûr. Mais il voulait être bousculé un petit peu. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait le choix de prendre Herman Kunter. Et toi, tu t'es déjà dit, tu dis, Nanterre, bravo, je suis champion de France. J'ai envie de goûter autre chose. J'ai peut-être envie d'aller, je sais pas, la ferveur d'une autre ville, de voir, me mettre peut-être en danger ailleurs. Je sais pas, t'as déjà eu cette envie-là? J'ai eu cette envie-là, mais encore maintenant, parce que après, j'ai eu aussi une deuxième fois Le Mans, et j'ai surtout eu Bourg, avec Fred Sarr et Julien Desbottes, quand Savot est parti, ils étaient comme ils sont assez carrés et tout. Il n'y avait pas quelque part appel à candidature. Il m'avait dit, si tu veux venir à Bourg, tu viens. On te prépare le contrat. C'était 1 an avant que Savot s'en aille. Donc j'aurais pu aller à Bourg. Mais je ne sais pas si moi-même, quand j'aurais été au moment de signer le contrat pour quitter Nanterre, je ne suis pas certain, voire je pense même le contraire. Je pense que je n'aurais pas franchi le pas. Je me suis toujours dit, quand tu es au moment fatidique de dire je quitte Nanterre pour aller même aussi bien Bourg, d'ailleurs on voit où ils en sont aujourd'hui, que Le Mans, c'était 2 clubs où je pense que tout était réuni pour moi pour que je réussisse. Mais ça voulait dire quitter la famille, voilà, j'aurais pu le faire, mais je suis pas certain que j'aurais eu assez de courage pour le faire. Parce que tu serais parti tout seul, tu aurais laissé frère coach, fils dans le... Parce que c'est une histoire de famille, Nanterre, donc c'est vrai que ça... Président. Oui, président. Ouais. C'est vrai que quand on ferme les yeux, Pascal Donadieu dans un autre club, honnêtement, ça fait bizarre. Donc tant mieux quelque part que l'histoire se soit écrite comme ça. Quand t'es champion de France, quand tu gagnes 2 Coupes d'Europe, à moins tu te dis pas, vas-y, pourquoi pas l'étranger? Si t'as pas eu envie d'un moment de tester le marché à l'étranger? Alors déjà, faut que je sois honnête de par mes lacunes. Je suis quelqu'un qui parle très mal l'anglais. Donc ça s'apprend vite. Ouais, mais c'est quand même une difficulté malgré tout. C'est vrai que, et là je trouve que les gens sont un peu sévères. On le voit avec la nouvelle génération. En plus de ça, nous les coachs français, on n'a pas une super cote vis-à-vis de l'étranger. Et je trouve que d'ailleurs c'est sévère. Comment tu l'expliques ça justement, qu'il n'y ait aucun coach qui Valérie Garnier qui soit à l'étranger? Il y a Valérie Garnier avec le Fédéral. Oui, moi je me souviens que l'Olympiakos voulait Vincent Collet, il avait refusé, mais il n'y a aucun coach qui va. Dans les années vraiment un petit peu avant, je sais qu'il y a Greg Beugnot, parce qu'on parle de coachs qui se sont exilés dans des grands clubs. Je crois qu'il a coaché Pezzaro, qui c'était plutôt pas mal. Il y a eu Michel Gomez. Michel Gomez qui a coaché Stojakovic. Mais j'ai pas d'explication rationnelle. Franchement, c'est quelque chose que je comprends pas, parce que je pense que on n'est pas moins mauvais que les autres. Il y a une génération là de jeunes coachs qui me semble très prometteur. C'est aussi pour ça que tu parlais tout à l'heure à quel moment j'avais décidé de partir. Mais je pense que le renouveau actuel avec les coachs qui sont en train d'arriver, je pense à Julien Mahé, Michael Hay, Guillaume Visade qui prend Le Mans. Nous, les vieux, là, on a fait notre temps, et cette nouvelle génération est en train de montrer qu'elle a des qualités, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un coach qui aille, qui réussisse, parce que souvent, c'est des phénomènes de mode, pour se dire... les coachs français, ils sont pas moins bons que les autres. Là, c'est intéressant d'avoir ton avis. On parle des coachs, mais j'aimerais avoir ton avis. Comment tu juges l'évolution du basket français ces dernières années par rapport lorsque tu as commencé en Pro A et maintenant, à la fois sur le jeu et ensuite d'un côté médiatique. Comment tu juges cette évolution? Alors, sur le jeu, on est une ligue très athlétique, certainement la plus athlétique d'Europe. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une évolution au niveau tactique, au niveau des fondamentaux, au niveau des collectifs.
parce que je pense que on est une ligue très atypique. Moi, je m'en rappelle quand on a joué en Euroleague, bien sûr qu'on était beaucoup plus faible que toutes les équipes qu'on a rencontrées. Pourquoi on a réussi à leur poser des problèmes? Parce qu'on avait un jeu qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer, avec une défense assez agressive, avec des athlètes un peu à tous les postes. Donc ça, ils sont... donc je pense qu'il a fallu qu'on évolue là-dessus. Les coachs français, les coachs qui ont apporté aussi les coachs étrangers qui sont arrivés, parce qu'il faut qu'on arrive à garder cette qualité athlétique, mais qu'on arrive à se développer au niveau du jeu. Et on le voit à travers les résultats de Monaco, de Villeurbanne, même s'ils sont un peu plus en difficulté, mais on a vu Paris et Bourg cette année en Eurocoupe. En BCL, les clubs n'ont pas été ridicules. Donc je pense qu'il y a une évolution par rapport à ça, une évolution importante au niveau du jeu. Je pense que tactiquement, on est en progrès. Et c'est important parce qu'il ne faut pas qu'on mise tout sur juste uniquement le côté athlétique. Et en ce qui concerne la médiatisation du basket, je trouve que vu le produit qui est devenu le basket maintenant, même le basket en France, je trouve qu'on est vraiment sous-médiatisé. Et c'est pour ça que je vous remercie de parler du basket, de mettre le basket en valeur. Mais je trouve que c'est pas normal qu'aujourd'hui, les clubs, un club comme nous, on n'a pas de droit télé. C'est-à-dire que l'équipe, quand ils nous diffusent, on n'a rien. Alors c'est bien parce qu'il y a une grande exposition, mais quand je vois ce qu'a été capable de faire le rugby c'est un sport que j'aime bien, mais si on regarde bien, le rugby, ça se joue pas partout en France. Nous, le basket, c'est plus régionalisé que le basket, ça c'est clair. Nous, ça se joue basket, partout. C'est absolument partout. Moi, quand je vois des gens, j'ai des amis qui connaissaient pas le basket, qui viennent voir les matchs, que ça soit à Nanterre ou ailleurs, ils adorent le spectacle, ils adorent l'ambiance qu'il y a autour des matchs de basket. Donc, il faut que là-dessus... À l'image de Lilian-Thuram, on en parlait il y a quelques jours, qui s'est pris d'amour pour le basket avec le Paris Basketball. Il y a personne qui entre dans une salle de basket et qui en ressort en disant « Ah, c'était vite fait ». Tout le monde apprécie ce sport, donc on se rejoint complètement sur Jérôme la Alonso, sous-médiatisation. Absolument. Antibes, incroyable. Une fois, je l'ai vu à un match Antibes-Nanterre, une soirée de Ligue des Champions de foot. Et il vient me voir. Je dis « Mais vous regardez pas les... » Ah non, moi, quand il y a un match de basket pro, je sais même pas si c'était pas Pro B. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important que la Ligue travaille bien, que les clubs travaillent bien. Je trouve que les clubs font en sorte de se développer sur l'image, il y a un travail de fait, mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. On est à la boue. Ouais, oui, et Arnaud, je pense que la problématique qu'on a, et malheureusement, ça, on peut rien y faire, c'est qu'on est quand même le seul sport où on a quelque part un autre sport à côté de nous. C'est-à-dire que nous, il y a la NBA. Et donc ça pose un petit problème. Tu penses que ça pose un problème? Moi, je pense que ça nous sauve. Moi, je vois par rapport au handball et au volleyball, par exemple. Les sports de préau, hein. Voilà. Donc, tous ces sports de préau, dont le basket. Nous, la NBA, mine de rien, fera toujours en sorte qu'on parle du basket. Ouais. Alors, peut-être que les gens qui regardent la NBA, ils viennent voir un match de pro, ils vont dire « Ah ouais, mais en fait, c'est pas tout à fait pareil. Mais au moins, on parle du basket. Ouais, le handball, ils n'ont pas de ligue qui te tire vers le haut, et le volley encore moins. Ouais. Donc, moi, je trouve presque que c'est une chance. Ouais, sauf que si tu veux, il y a des gens qui se passionnent pour la NBA et du coup, ils connaissent pas les équipes françaises, ils connaissent pas. Moi, je suis pas du tout aigri. Au contraire, ce que tu dis par rapport à la NBA, c'est très bien. Mais du coup, on perd un petit peu de public par rapport à ça, quoi. Parce que lutter contre la NBA, parce que en ce qui concerne les aspects médiatiques, communication, s'il y a bien un sport où ils ont tout maîtrisé, c'est bien eux, quoi. C'est clair. Et tu sais, nous, on dit souvent, on est passionné de basket, de tous les baskets. On dit toujours, vous pouvez regarder le basket, la NBA à la télé, de temps en temps se faire s'offrir un voyage aux États-Unis, mais aller dans les salles. Ouais. À côté de chez vous, il y a toujours un club de basket, quel que soit le niveau. Et je suis persuadé que tous les aficionados de basket peuvent à la fois aimer la NBA et aller dans la salle et donc commencer à créer un lien avec le club local, qu'ils soient en pro ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment ça le nerf de la guerre et on n'arrête pas de le dire. Je pense que c'est le jour où la jeune génération aura compris ça et les salles sont pleines, hein, on peut le dire, hein, Nanterre c'est tout le temps plein dans toute la France. C'est une des plus belles ambiances de France. Clairement, Nanterre. mais toute la France c'est plein, toutes les salles sont pleines. Ça bouge. Nous on avait fait un Cholet-Metz 92 en play-off exceptionnel. Les salles sont pleines en France, de toute manière. C'est ça. C'est le décalage, c'est que il y a un engouement
dans toutes les villes où il y a des équipes de basket, même jusqu'à la Nationale 1, on disait, moi j'ai vécu des matchs en Nationale 1 avec une grande ferveur et tout. Chaland. Ouais, j'allais à Valence-Condon. Valence-Condon. Là, c'était incroyable, Valence-Condon. Très bon après-match, les cœurs de canard en sandwich. Ça marche bien. Dès qu'il y a les cœurs de canard, toi, tu es content, toi. C'est avec Yves Baraté. Non, il y avait Yves encore. Baraté. Oui, moi, je suis allé prendre bouillon là-bas, t'inquiète. Et une petite anecdote à Valence-Condon. Un de mes joueurs, dont je citerai pas le nom, à Valence-Condon, ils ont 2 lancers francs. À la dernière seconde, on mène d'1 point. Une faute un petit peu sévère. J'avais un joueur qui avait un petit peu de tempérament. L'Américain de Valence-Condon, il rate ses 2 lancers francs. Et mon joueur, il trouve rien de mieux que d'aller lui faire une bise sur le crâne. Sauf que tout le monde l'a vu. Et je sais pas si tu vois les vestiaires à Valence-Condon. Je les vois très bien. Il a vite fallu l'enfermer dans le vestiaire, parce qu'ils voulaient tous le lyncher et il pouvait pas ressortir. Valence-Condon, c'est des petites arènes comme ça en rond. Il y avait des DRG encore. Tu te souviens de DRG à l'intérieur? Il y avait Saï. Oui, Jérôme Saï. Jérôme, qui a coaché après N2. Moi, j'ai compté quand il était coach aussi. Ça envoyait du bois. On les embrasse, Valence-Condon. Voilà. Je sais pas où ils sont maintenant. Ils avaient une équipe en N1 et une équipe en N3 à une époque, mais c'est un tout petit bled. Avec Yves Baraté, effectivement. C'est avec Yves Baraté qui a coaché l'Asvel. Mais en tous les cas, pour revenir à l'aspect médiatique, il faut qu'on arrive à avoir une place plus importante, quoi. Ça, c'est une certitude. Mais tu vois, pour revenir à la NBA, et moi, Dieu sait que je suis le premier à regarder, et j'adore regarder sur tous les playoffs, mais du coup, dans l'équipe, même si tu dis qu'on en parle, mais ce qui est normal, ils vont privilégier un article en ce moment sur la NBA, un peu moins sur la France. En fait, pour clarifier ce que je voulais dire, je dis que la NBA, quand on a eu des moments de crise terribles médiatiques sur le basket français, ça te maintient. Ça, c'est vrai. Ça te maintient. Le basket, quoi. La discipline. Quand le handball, alors qu'ils gagnent des titres incroyables, le volley, je t'en parle même pas, on la tête sous l'eau parce que nous, la NBA, mine de rien, quand on n'est pas inspiré médiatiquement ou dans le marketing, dans tout ce ils te sortent un peu la tête de l'eau. Au moins, ça fait parler du basket. C'est ça que je veux dire. Je dis pas qu'on doit s'inspirer, ils nous sauvent pas, mais ils nous maintiennent un peu la tête hors de l'eau parce qu'on parle de notre sport. C'est la seule chose. Pourquoi je dis qu'on a de la chance. Oui. Je voudrais qu'on ouvre le dernier chapitre de ta carrière, qui est pas encore terminé. C'est l'équipe de France, c'est les Jeux Olympiques qui arrivent. Parle-nous de comment tu arrives en équipe de France à la Citadine de Vincent Collet. Patrick Bisley la famille. En 2014, il me téléphone, il me dit Pascal, on va bientôt avoir un nouveau calendrier international et on est en difficulté parce que on va faire ce qu'on appelle des fenêtres. Et donc avant ça n'existait pas de faire des. Et donc on n'aura ni les joueurs d'Euroleague ni les joueurs NBA. Et il me dit on est devant un chantier parce que contrairement à certains pays, ça veut dire que nos 20-25 meilleurs joueurs ne pourront pas disputer ces fenêtres et c'est des enjeux pour se qualifier pour la Coupe du Monde, le championnat d'Europe. Donc il me dit, est-ce que ça t'intéresserait qu'on recrée une équipe de France à prime? Et dans cette équipe de France à prime, ça ne sera pas les joueurs forcément qui sont en U18, U19, qui disputent, qui ont encore la chance d'avoir des championnats mais en jeunes. Ça sera des joueurs qui ont passé ces catégories d'âge, donc des joueurs de 23, 24, mais ça pouvait mettre plus, 22. Et donc, de constituer cette équipe. Donc, je lui dis déjà, parce que j'étais honoré et je trouvais l'expérience sympa. Donc, on a fait 3 saisons comme ça, en allant chercher des joueurs qui donc étaient susceptibles de participer à ces fenêtres. T'as pas eu Thomas Larouki sans la prime? Non. Jacques Laringuet, par contre. J'ai eu Jacques. J'ai eu. Maintenant, c'est son cousin. Oui, c'est mon cousin. Ah d'accord. J'ai essayé de le recruter à Nanterre, mais il a préféré retourner à Strasbourg. Oui, c'est un Strasbourgeois en même temps. Tant mieux pour toi, parce qu'à Strasbourg, il s'est pété. Bah oui. Mais en tous les cas, c'est un super mec. Et franchement, c'est des joueurs dont peut-être on parle pas assez, mais c'est des vrais joueurs qui font gagner les matchs. Voilà. Et donc, si tu veux, en A', on a été 2 fois en Chine. D'ailleurs, la dernière année, en 2016, on a fait la Stankovic Cup et on a battu l'équipe de Chine A qui préparait les Jeux et Nigeria A. Mais il faut savoir que j'ai eu Vincent Poirier, Yacouba Ouattara, Paul Lacombe, Howard, Axel Julien, j'en oublie plein, Yanis Morin. Et donc, on a vraiment eu cette expérience avec des résultats qui étaient plutôt concluants. Et donc, j'avais mis un pied un petit peu dans le giron des équipes de France. Et après les Jeux de
de Rio. Donc Patrick et Vincent m'ont dit on voudrait renforcer le staff de l'équipe de France. Et donc est-ce que ça t'intéresserait d'intégrer le staff de l'équipe de France? Donc quand c'est comme ça, t'hésites pas, tu discutes même pas des conditions salariales. Forcément c'est l'apothéose et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le staff de l'équipe de France. Je pense lié aux résultats que j'avais eu à Nanterre et aussi avec le fait que je m'étais occupé de ce qui pouvait être potentiellement des joueurs pour les fenêtres. D'ailleurs, les premières équipes, c'était quasiment des joueurs que j'avais eu en A-prime. Dis-nous comment ça se passe du coup pendant les Paul étés. Lacombe, que j'ai eu aussi. Dis-nous comment ça se passe. Du coup, bon, Vincent est sélectionneur, Rudy Nelom aussi qui est là. Comment ça se passe? Quel est ton rôle au quotidien auprès de l'équipe? Déjà, on a des échanges pour parler de la constitution de l'équipe, de la sélection. Donc souvent, c'est des situations qui sont pas faciles. Donc déjà, Vincent, c'est quelqu'un de très ouvert. C'est-à-dire que il nous consulte. Quand il y avait Laurent, Rudy et moi, on est vraiment dans l'échange. Après, c'est normal, c'est lui qui prend la décision ultime, mais on sent que vraiment il y a un partage, qu'on puisse échanger, que ça soit sur le choix des joueurs ou que ça soit même dans les options tactiques, même si encore une fois c'est lui qui décide en dernier lieu. Et après, dans l'organisation, ce qui avait été convenu quand il m'avait présenté le projet, comme ça se fait, je crois, en NBA, c'est que Vincent, c'est le coach, et il y a toujours un assistant qui a eu beaucoup d'expérience dans le coaching et qui est alors c'est pas forcément le premier assistant, mais associé, qui est associé, voilà. Donc moi, c'est un peu le rôle. C'est ce que c'est Freddy avec TJ Parker à Nanterre un peu. Voilà. Ah, c'est Lasvel, tu dis. À Lasvel. Ouais. C'est les mêmes couleurs, c'est pour ça. Mais je crois qu'en NBA, vous allez me confirmer, ça se pratique. C'est toujours un peu expérimenté. Donc c'est ça plutôt mon rôle. D'accord. T'as gagné plein de choses, vice-champion olympique à Tokyo, il y a ce titre de vice-champion d'Europe, il y a cette Coupe du Monde compliquée. Je veux qu'on aille maintenant sur les jeux qui arrivent. Il y a une liste. Vincent Collet a dit que ça a été l'une des listes les plus compliquées qu'il a eu à faire. Est-ce que vous connaissez les 12? Je vous les donne maintenant. On est là pour ça. Est-ce que les 12 sont déjà? Écoute, on t'a brossé dans le sens du poil, et la banque et Nanterre. C'est qui les 12 Pascal au bout d'un moment? C'est ça qu'on veut. Il y aura certainement Victor. Ouais, voilà, juste, parfait. Le fait que Victor arrive, ça va être sa première campagne avec les Bleus. Mais on en parle entre nous, on en débat dans les émissions. Moi, j'ai du mal à croire que ça va être juste un mec de 19 ans qui arrive et qu'on va mettre dans un système. Ça va être lui, le pierre angulaire. Le pierre angulaire du système. Oui, mais justement, c'est un peu le danger. Pas que. C'est-à-dire que il faut pas se dire que par rapport justement à l'été dernier, bien sûr qu'il va nous apporter, c'est obligatoire, mais je crois que ça serait un danger de se dire il va régler tous nos problèmes. Donc je pense que il joue pas meneur déjà, donc il peut pas tout régler. Hein. Même s'il pourrait peut-être. Non, mais il faut avoir justement. Je pense que notre principal objectif, c'est de former une équipe complémentaire, d'être capable d'appuyer sur nos points forts. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est aussi la complémentarité par rapport au choix qu'on va devoir avoir à faire. Là, tu parles de complémentarité. La grande question qu'on a envie de se poser, c'est Victor Wembanyama, Rudy Gobert, comment on les fait jouer ensemble? Vous avez déjà dû y penser, j'imagine. Bah oui, j'espère. Bah, je pense que sur les aspects défensifs, ça me paraît pas très compliqué. Moi non plus. Après, offensivement, mais là, je vais pas tout dévoiler. On va mettre des choses en place. Je pense qu'on va avoir une équipe déjà qui va défendre très fort. Ça veut dire que on va certainement pouvoir utiliser tout ce qui est jeu de relance et jeu de transition. Et puis, bien évidemment, on va pouvoir les utiliser tous les deux ensemble. Mais je crois que sur le secteur intérieur, on est vraiment très bien lotis parce que ça serait assez simpliste de résumer simplement notre secteur intérieur à Victor et à Rudy. Quand on voit les joueurs qui sont capables derrière eux, qui sont des joueurs dominants en Euroleague. Donc je pense qu'on a plein d'associations au-delà de Rudy et Vincent et Victor, pardon, pour pouvoir justement avoir un secteur intérieur qui peut être dominant. Il y a un poste qui fait parler tout le monde, c'est évidemment le poste de meneur de jeu. Est-ce que
tu comprends la surprise qu'a eu l'opinion publique, je vais l'appeler comme ça, lorsqu'on a vu dans la liste qu'il y avait Franck Ntilikina, qu'on connaît tous bien sûr, et Kylian Hayes. Et qui était à l'entraînement avec toi, Franck. Et que tu as eu. Alors voilà, déjà, comment il est Franck? Tu l'as eu pendant plusieurs semaines là. Alors déjà, il est physiquement très bien. Pourquoi j'ai accueilli Franck, c'est parce que forcément il n'a pas beaucoup joué, voire quasiment pas, voire pas du tout. Et donc je pense que c'était quasiment impossible de le mettre dans la pré-liste si jamais il n'avait pas fait un minimum d'opposition pour pouvoir justement voir où il en était. Parce que faire du travail individuel avec un préparateur physique, ça remplace pas les oppositions. Oui, c'est un basketteur, il fait pas du fitness. Voilà. Et à se préserver peut-être toute la saison pour dire le jour J, je vais faire de l'opposition, c'est plus complexe que ça. Donc moi, j'ai quasiment eu 1 mois et demi. Et le deal, c'est il faisait partie. J'aurais bien voulu qu'il joue les playoffs, mais ça, c'est pas peu. Mais il s'est entraîné comme un joueur de Nanterre. C'est-à-dire qu'il se contentait pas de venir à la salle et d'être un peu sur le côté. Il a fait de l'opposition. On a fait du 5-5. On a fait des matchs d'entraînement. Donc, il s'est retrouvé en situation à faire beaucoup d'opposition. Et franchement, je le trouve vraiment au top. Il a travaillé avec un préparateur physique depuis quelques mois de Strasbourg, la Valentin, qui est un garçon très bien, qui gère en plus sa préparation physique, mais aussi tous les à côté. Donc moi, je le trouve avec beaucoup de maturité, très bien physiquement. Après, on verra par rapport à... Est-ce que tu as vu un joueur qui peut être un meneur d'une équipe qui va viser un titre olympique? Est-ce que tu as vu un joueur NBA qui arrive dans une bonne équipe de Pro A, mais à dire, OK, lui, il a un truc au-dessus. T'as retrouvé un petit peu ça chez lui? Oui, parce que je pense c'est un joueur qui est très complet. C'est-à-dire que déjà, il a des qualités défensives quand même qui sont au-dessus de la moyenne. Il a prouvé qu'il était capable de faire aussi des choses intéressantes en attaque. Il faut pas oublier que faut pas ouvrir le parapluie, mais le dernier match qu'on fait l'année dernière en préparation contre la Lituanie, on fait un super match, on gagne en Lituanie, ce qui est pas forcément facile, et notre meilleur joueur, c'est Franck. Et donc, il y a aucune raison, à partir du moment où il a retrouvé l'intégrité de ses moyens physiques, qu'il soit pas en capacité de reproduire ce qu'il a fait en préparation avec nous. Et je le trouve certainement même encore mieux que ce qu'il était l'année dernière, avec beaucoup de maturité. Je crois qu'ils ont vraiment bossé sur tous les aspects, que ça soit le physique, que ça soit au niveau du mental. Donc après, c'est Vincent qui décidera. Mais moi, de ce que j'ai vu à Nanterre, j'ai été plus que rassuré sur sa capacité à pouvoir prétendre à une place dans les 12. Franck, il fait partie d'un petit groupe de 3 meneurs qui font beaucoup parler parce qu'ils sont NBA et qu'ils ont du mal à faire leur place pour différentes raisons. On vient de parler de Franck Ntilikina. Il y a Théo Malédon, il y a Kylian Hayes. Est-ce que, alors tu peux pas accueillir tout le monde à l'entraînement. Est-ce que toi, vous avez des nouvelles, vous discutez avec eux, vous savez où ils sont? Oui, alors moi, parce qu'en plus j'étais avec la saison avec Nanterre, mais c'était l'avantage par rapport à Vincent. Vincent, il a pu se déplacer plusieurs fois aux États-Unis, puisque l'année pré-olympique, il a pas de club. Donc bien évidemment, même moi un peu plus loin, mais Vincent est au courant de ce qu'ils font. Rudy Nellum aussi aide beaucoup maintenant dans la planification. Bon, ils ont été, je crois, 3-4 fois aux États-Unis. Donc le truc, c'est que justement, comme à ce poste-là, il faut pas se le cacher, mais on n'a pas forcément de certitude. Du coup, on veut voir un petit peu des joueurs qui n'ont pas eu trop l'occasion de s'exprimer pour voir ce qu'ils sont capables de donner, notamment au début de préparation. Ok, on est d'accord qu'on vise l'or? Je pense que ça a été peut-être une de nos erreurs de communication l'année dernière de l'annoncer ouvertement et puis sans avoir trop de certitude. Pour moi, forcément, on va parler des États-Unis, mais quand on voit le plateau aux Jeux Olympiques, on est la Serbie, le Canada, l'Espagne et d'autres, l'Allemagne, l'Australie, Slovénie ou Grèce. Ouais. On est tout un paquet d'équipes qui peuvent peut-être prétendre, moi je dis, aller sur le podium.
ou pas, parce que franchement, l'opposition, elle va être très forte. Team USA, ils ont envoyé une équipe qu'on appelle d'Avengers, en faisant référence à ces super-héros-là. Thomas aime à dire, et les joueurs, on le voit quand on parle avec les joueurs, ils ont plus peur de jouer Team USA. Parce que vous, chez les coachs, c'est un petit peu pareil. Quand je dis peur, c'est tactiquement, c'est pouvoir compenser physiquement, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe que tu vois de Team USA, tu te dis bourbier quand même, ou il y a peut-être des choses à faire? Non, là quand même, parce que pour le coup, ils sont tous là. Donc, je pense qu'on n'a pas peur. Après, il faut avoir une forme de lucidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une équipe qui est très impressionnante. Après, tactiquement... Steve Kerr, il a montré qu'en FIBA, quand même, il était plus proche de Pascal Donadieu département que Pascal Donadieu pro. Hein. Ouais, mais on a réussi à leur poser des problèmes, peut-être avec des équipes un petit peu moins fortes, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut qu'ils s'adaptent aux règles FIBA, à ce que les équipes peuvent proposer en face. De toute façon, je pense que c'est pas une surprise. Vincent, il l'a dit, l'ADN de l'équipe de France quand elle gagne, c'est avant tout ses qualités défensives. Et il faut qu'on retrouve ça, ce qu'on n'a pas eu l'été dernier. Il faut qu'on soit en capacité de défendre le plomb. Et même les États-Unis, si on doit essayer de leur pourrir un petit peu la vie, ça sera au prix d'une défense incroyable, quoi. Dis-moi, il y a Kenny Atkinson qui rejoint le coaching staff, donc on est tous très curieux parce que on a beaucoup parlé de lui, on connaît son passif et son amour pour la France, etc. Il a été coach en NBA, il est aux Warriors associé d'ailleurs. Quel va être son rôle du coup là dans les futures semaines et puis pendant les JO? Déjà, je pense que sa connaissance de tous les joueurs qui sont en NBA, c'est quelque chose d'important parce que quand on regarde les compositions des équipes au-delà des États-Unis et des Canada, mais il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en NBA, que ça soit les Serbes. Donc lui, même si nous on les regarde, on étudie et tout, mais je pense qu'il va nous faire gagner du temps en termes de scouting sur les joueurs qui croisent plusieurs fois dans l'année. Et puis après, je trouve que ça va apporter un œil différent avec ce qu'ils font en NBA. Peut-être pas tout prendre, mais il y a certainement des choses qui va nous faire partager. Donc moi, je vois ça plutôt d'un bon œil. On n'a pas, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il revient à Vincent de driver tout ça mais Vincent, c'est quelqu'un qui aime partager. Donc je pense qu'il va, des échos que j'ai eus, c'est plutôt une bonne personne. Donc il va s'intégrer dans notre groupe et puis il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Vous avez un petit groupe WhatsApp, tous les quatre là, tous les coachs, vous discutez comme ça va être exceptionnel. Il parle français un peu, Kenny? Oui, il parle français. Ça s'arrange du coup. Ça m'arrange. Le groupe WhatsApp, ce serait incroyable d'être dedans pour voir un petit peu ce qui se dit là. Ajoute-moi en secret, Pascal. Il parle bien français. Il avait joué, donc il en souvient, il avait joué Pinal à tout Paris. Tout à fait, à Paris, moi je me souviens de lui, il était assistant coach, bien sûr. Il a joué, je crois, à Mulhouse aussi. Ouais. Pascal, tu as eu une carrière exceptionnelle où il y avait rien qui est prévu et il t'est tout arrivé. On imagine que terminer ta carrière sur une finale à Bercy et taper Team USA, je sais que tu y penses pas parce que t'anticipes rien, mais ça serait quand même une parenthèse. Moi, si ça se termine comme ça pour toi, on écrit un scénar ensemble, on l'envoie à Netflix. Tout à fait, tout à fait. Tu penses, Alors, les battre, le scénario que je peux imaginer, c'est me dire, tu finis par une finale olympique. Je pense même pas au résultat, mais avoir vraiment l'ultime bonheur de te dire que le dernier match de ta carrière de coach en France, ça puisse être une finale olympique, forcément, il n'y a pas meilleur scénario. Alors si en plus, la cerise sur le gâteau, tu gagnes, là... Mais, alors moi j'ai une dernière question. Est-ce que c'est vraiment la fin? Moi je me dis, demain, chaque année, il y a une équipe, elle démarre mal le championnat. C'est la galère. Elle te dit pas, elle t'appelle, Pascal. Viens. Alors déjà, je pense que j'ai eu beaucoup de cadeaux de beaucoup de clubs, beaucoup d'hommages. Ah donc, oui, faudrait les rendre. Si je dois rendre tous les cadeaux, non. Alors déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que et ça sera pas le cas, mais si ça se passait mal à Nanterre au bout de 2 ans et tout, il est hors de question, quoi qu'il arrive, que je réentraîne à Nanterre. Pour moi, ma carrière de coach en club, même si on m'appelle, elle est terminée, vraiment terminée.
et je reviendrai pas là-dessus, même si on me propose, même si à un moment j'ai envie de coacher. Ce que j'ai dit et toujours dit, ce que je garde dans un petit coin de ma tête pour dire que j'ai peut-être pas complètement arrêté de coacher. J'ai trouvé que les expériences que tu peux vivre en sélection nationale, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Et j'ai déjà eu quelques petits contacts pour entraîner éventuellement une équipe nationale. J'ai eu quelques... C'est un, comme on dit, un petit délire, un petit kiff qui me plairait bien. C'est-à-dire pouvoir entraîner une sélection nationale pendant l'été, faire en sorte peut-être de faire partager mon expérience. Si ça, on me le propose et que c'est conciliable avec mon travail à Nanterre ou autre, je dis pas non. Donc, quand tu dis ton travail à Nanterre, tu restes directeur technique ou général manager. Ouais, il dit. Alors mon frère, il est à cheval là-dessus. C'est directeur sportif. Directeur sportif. Directeur sportif. Bon, en tout cas, est-ce qu'on va pouvoir finir avec le surnom qu'on donne nous en off? C'est le Alex Ferguson de Nanterre. Alors on va quand même te souhaiter, et souhaiter à Nanterre surtout, une meilleure passation de pouvoir. Voilà, avec la suite. On m'a souvent dit Giroud, qui est quelqu'un qui a fait une carrière formidable. Alex Ferguson. Giroud n'a pas gagné de Coupe d'Europe. Ouais, même si nous c'était une petite. Non, c'est toujours plus. Bon, après pour l'anecdote, je sais pas si c'est terminé, mais par contre j'ai appris dernièrement que Erwan a failli venir à Nanterre, mais qu'au dernier moment, j'ai pris un autre joueur. C'est le père Laroukis. Attends, c'est quoi cette histoire? Je suis pas du tout au courant. J'ai cru qu'il allait m'en vouloir toute sa vie, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? En plus. En fait, un été, je suis non muté, je crois, ou je sais plus quoi. Dans quelle année? Bref, je sais plus. 2000, vous êtes en N1. Donc, je sais plus. Et donc, je m'entraîne comme un dératé. Je vais retrouver un club, tout ça. Je m'entraîne au SMUC à Marseille en N2. Et, je suis en pleine bourre et tout. Et le père Laroukis, il m'appelle. Alain, qui était un agent reconnu, un des plus grands agents de l'histoire, dans les années 90-2000, il me dit, gros, j'ai peut-être un plan pour toi à Nanterre. Tiens-toi prêt. Et moi, je connaissais pas du tout Paris, vraiment, tu vois, ça me faisait un peu fantasmer Paris et tout. Et finalement, ça s'était pas fait, voilà, c'est tout. Et pourquoi on sait pourquoi? Parce que je pense qu'il avait pris un mec qui est un peu plus athlète que moi à l'époque. C'était Victor Ladine, le cousin de Ludovic Roland. Tiens, pour ceux qui écoutent, qui était en espoir à Limoges, Ludovic Roland, il t'a pris Victor. Bon, écoute, voilà. C'est l'histoire de la vie, ça. On se retrouve aujourd'hui à faire l'interview. Il est où Victor Ladine aujourd'hui? Ah, mais on sait pas. On embrasse bien sûr la famille, toujours. Tu sais que je vais te faire une anecdote encore sur Marc Judith, pour finir. Marc Judith, j'avais fait des essais à Chaland quand il était là. Donc j'arrive, ça se passe plutôt bien. Il fait, on va finir les 1 contre 1, quart de terrain. Contre Marc Judith. Bon, j'ai pas vu le jour, hein. Je me suis fait éteindre, gros. C'est vrai? Ah, mais gros, je pouvais pas poser la balle. Défenseur fantastique. Je voulais la faire d'ailleurs les passer, mais Marc Judith, grand bravo. Il m'avait détruit en essai à Chalon. J'étais rentré chez moi, j'étais pas content. Bravo, Marco, bravo. Voilà. Maintenant, pour l'avoir revu, peut-être que maintenant tu peux jouer. Bon, moi, je suis pas mieux, hein, tu sais. Bon, en tout cas, Pascal, grand merci. Grand bravo déjà. Grand bravo pour ta carrière, parce que voilà, c'est aussi ça, le basket français, raconter ces histoires-là. Et on s'est régalé à t'avoir ici pendant quasiment plus d'1 heure. Et puis, l'histoire n'est pas fini, puisqu'on sera derrière vous, et tu le sais, avec l'équipe de France à fond. J'ai passé un super moment. Vraiment, c'était un plaisir pour moi. Et si tu veux venir dans les médias, si un jour on fait une émission sur la LNB et tout, évidemment, on pensera à toi. Bah grave. C'est gentil. Merci Pascal. Merci.